Bonjour, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui mon ouvrage paru récemment en Italie grâce à la traduction de mon collègue et ami Enrico Botero sous le titre « Une école pour l'émancipation ». Cet ouvrage est paru il y a 18 mois en France avec un titre qui était La riposte, un titre qui signifiait son engagement militant. C'est un ouvrage qui est porteur d'une analyse et de propositions éducatives pour que notre école réponde aux défis d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant un livre polémique, c'est un livre qui se nourrit à la fois de l'histoire, de la pédagogie, de la philosophie de l'éducation et des travaux scientifiques contemporains. Quelques mots d'abord autour d'un des axes de cet ouvrage, l'éducation nouvelle, l'histoire de l'éducation nouvelle. Cette éducation nouvelle apparaît à la fin du XIXe siècle en Angleterre, à Albotshom, mais elle se développe surtout après la guerre de 14-18, quand un certain nombre de pédagogues importants, sous la houlette d'Adolphe Ferrière, se réunissent en 1921 au congrès de Calais. On trouve là des gens aussi différents que Célestin Freinet, Maria Montessori, auxquels s'adjoindront énormément de grands pédagogues de l'époque, de Crowley à Helen Kay, jusqu'à Jean Piaget, le célèbre psychologue genevois. Ces militants de l'éducation nouvelle partagent un même idéal. Nous venons de sortir de la guerre de 1914-1918 et ils veulent tous que l'éducation évite un retour à la barbarie. Ils sont tous militants, comme on le disait à l'époque, du « plus jamais ça ». Alors bien sûr, s'ils sont convergents autour de cette volonté de faire de l'éducation un apprentissage de la solidarité, de la paix, ils ont aussi des conceptions éducatives différentes. Évidemment, en raison de leur idéologie de rattachement, Maria Montessori est plutôt chrétienne, Célestin Freinet plutôt communiste, mais aussi en raison de leur manière de voir et de comprendre l'acte pédagogique lui-même, et aussi le positionnement de la pédagogie au regard des systèmes éducatifs. Au sein du mouvement de l'éducation nouvelle, nous trouvons des gens qui, comme Adolphe Ferrière, sont partisans de créer de toutes pièces, à l'extérieur de l'institution publique, des écoles nouvelles. Ce sont des gens qui pensent que l'institution service public ne peut pas réaliser les objectifs de l'éducation nouvelle et qu'il faut faire appel au mécénat, au volontariat des parents, pour créer très vite des sortes d'écoles parfaites qui vont incarner ces méthodes actives et coopératives que ces pédagogues veulent mettre en œuvre le plus vite possible. Et puis à côté d'eux, il y en a d'autres, Célestin Freinet en fait partie, mais aussi tous les membres italiens, une grande partie des membres italiens, des membres espagnols, des membres portugais, des membres sud-américains ou africains de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Il y en a d'autres qui pensent qu'il n'est pas possible de réserver les bénéfices de l'éducation nouvelle à des enfants privilégiés. Ce sont des pédagogues qui, eux, considèrent qu'il faut que ce soit toute l'institution éducative qui intègre les principes de l'éducation nouvelle, c'est-à-dire qui fasse de l'éducation un outil d'émancipation grâce à des méthodes actives, grâce à la capacité donnée aux enfants de devenir autonomes dans leur pensée et à coopérer ensemble pour construire le bien commun. Alors le débat est très vif entre ceux qui veulent construire des écoles parfaites tout de suite et ceux qui veulent faire avancer le système éducatif, ceux qui veulent permettre que ce système éducatif tout entier puisse devenir un système émancipateur. Ce débat existe toujours aujourd'hui, il est très fort en France, je pense qu'il existe également en Italie, il est très fort aujourd'hui et il me semble qu'il faut le revisiter, le reconsidérer à la lumière d'un enjeu fondamental qui est la construction du commun. Notre société a besoin de construire du commun. La crise du coronavirus que nous sommes en train de traverser nous montre à quel point nous avons besoin de solidarité. Et cette solidarité ne pourra pas se construire par la construction d'écoles ghetto, par la mise en place de clans qui, certes, pratiqueraient une bonne pédagogie, mais qui laisseraient de côté la majorité des enfants. Je crois qu'il est donc temps que l'école publique tout entière s'approprie les idéaux de l'éducation nouvelle et fasse de la liberté et de la solidarité des enjeux forts, mette en place une pédagogie en accord avec ses objectifs. Voilà pour une des premières idées fortes que je développe dans ce livre. Deuxième idée,
Elle tourne autour de ce fameux débat éducatif qui est très fort en France, mais qui existe aussi en Italie et dans d'autres pays européens et aux États-Unis, entre les pédagogues d'un côté et puis ceux qui sont partisans de la seule instruction de l'autre. Ceux qui estiment que la pédagogie, par son attention à l'enfant, sous-estime l'importance des savoirs et qu'elle fait le lit d'une forme d'abandon de l'enfant à lui-même, voire de sélection des meilleurs, qui seraient ceux capables de s'approprier les connaissances par eux-mêmes. Nous avons donc en face des pédagogues aujourd'hui tout un front qui défend des méthodes dites traditionnelles, des méthodes qui s'appuient sur une transmission collective, qui s'appuie sur le principe d'autorité et qui récuse tout l'aspect formation à l'autonomie en considérant que cela est une forme d'abandon pédagogique. Alors le débat entre ces partisans de l'instruction pure et les pédagogues est vif, mais il a été bousculé récemment par l'arrivée d'un troisième larron qui était présent, mais peu présent, et qui aujourd'hui le devient beaucoup plus, et que j'ai appelé dans le livre les hyperpédagogues. Les hyperpédagogues, eh bien, ce sont des gens qui se revendiquent de la pédagogie, mais qui la poussent dans une sorte de radicalité qui parfois confine à l'absurde. Ce sont ceux qui, en promouvant la pédagogie dite Sudbury et ce que nous appelons en France les écoles démocratiques, considèrent que toute intervention de l'adulte se fait au détriment de l'éducation de l'enfant. Ces hyperpédagogues considèrent que l'enfant est une sorte de graine et qu'il faut la laisser se développer toute seule, sans intervenir. Ces hyperpédagogues sont des gens qui proclament que toute éducation qui pose des règles, qui identifie même des contraintes, qui veut transmettre des savoirs, est une éducation qui détruit l'âme enfantine dans sa spontanéité. Alors j'essaye de montrer que ces hyperpédagogues, d'une part, se trompent, parce que tout ce que la pédagogie nous apporte nous montre que précisément la contrainte et la liberté ne sont pas antinomiques, mais que ce sont les bonnes contraintes qui favorisent la liberté. Mais j'essaye de montrer aussi que ces hyperpédagogues sont les meilleurs alliés des antipédagogues, que les uns et les autres, au fond, sont liés pour récuser la pédagogie en tant qu'elle est cet art de faire, ce travail pour accompagner l'émergence d'un sujet libre, capable de s'associer à autrui. Alors justement, et c'est la troisième idée, j'essaye de proposer un modèle qui permet de penser ce qu'est la spécificité de la pédagogie. Et je montre à travers de nombreux exemples historiques que la pédagogie comporte toujours trois pôles. Une pédagogie comporte toujours trois pôles. Un pôle axiologique qui renvoie aux finalités, quel profil d'homme pour quelle société nous voulons. Un pôle scientifique ou épistémologique qui renvoie aux connaissances dont nous disposons et sur lesquelles nous nous appuyons. Et un pôle praxéologique, pratique, qui renvoie aux outils et aux institutions que nous allons utiliser pour mettre en œuvre nos finalités en nous appuyant sur les connaissances scientifiques que nous avons à notre disposition. Et j'essaye de montrer qu'il y a toujours ces trois pôles et que si l'on supprime un de ces pôles, eh bien, on n'a pas une pédagogie, on a une forme d'aveuglement éducatif. Par exemple, si l'on imagine que l'on peut se passer d'une réflexion philosophique sur les finalités et déduire les propositions pédagogiques directement de données scientifiques, comme le prétendent les neurosciences aujourd'hui, eh bien, on s'illusionne, on reproduit en réalité un modèle traditionnel et on porte des finalités à son insu. De la même manière, nous ne pouvons pas écarter le pôle scientifique qui nous apporte des données, des connaissances importantes, mais qui ne sont que des données, des connaissances, des éclairages, pas plus que nous ne pouvons écarter le pôle praxéologique, les outils
qui nous donne les moyens d'agir au quotidien. Alors, trouver de la cohérence entre ces trois pôles, eh bien, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, en montrant qu'on peut trouver cette cohérence en regardant la question éducative aujourd'hui avec la gravité qui s'impose, en lui donnant des finalités claires, former l'individu à la liberté et au bien commun, à la capacité de penser par lui-même et de construire du collectif, en s'appuyant à la fois sur une philosophie du sujet, sur une psychologie du développement solide, mais aussi sur une sociologie qui nous éclaire sur la manière dont jouent les inégalités sociales. Et puis, j'essaye de montrer que tout ceci peut être mis en œuvre avec des outils dès lors que l'on se donne un certain nombre de perspectives claires. Alors, et je terminerai par là, quelles sont les perspectives que j'essaye de dégager en conclusion de ces analyses? J'en retiendrai simplement quelques-unes. Je crois que la pédagogie que nous devons mettre en œuvre pour répondre aux défis d'aujourd'hui, pour émanciper nos élèves, est une pédagogie d'abord qui les forme à l'attention contre la dispersion qui est induite par les industries du numérique, par un mode de vie qui est celui du zapping permanent. Et j'insiste sur la nécessité de construire à l'école des dispositifs attentionnels qui permettent de former l'élève à l'attention, de le former à penser, à approfondir sa pensée de manière exigeante. Et puis, bien sûr, j'évoque cette liberté nécessaire pour que nos élèves ne soient pas victimes des fake news, des théories du complot. Cette liberté qui doit être formée à l'école par une pédagogie de la recherche, par une pédagogie de la remise en question permanente, par une pédagogie qui permet à l'enfant de se donner à lui-même les moyens d'aller toujours plus loin dans l'exigence de vérité. J'évoque aussi cette question tout à fait centrale de l'évaluation, en montrant que nous ne pouvons pas continuer à évaluer avec un système de notation qui renvoie à ce que le pédagogue brésilien Paulo Freire appelait la pédagogie bancaire, et qu'il nous faut aller vers ce que j'appelle une pédagogie du chef-d'œuvre, c'est-à-dire une pédagogie exigeante où l'évaluation ne s'effectue pas de manière segmentée et entièrement quantifiable sur des protocoles standardisés, mais s'évolue sur des objets dans lesquels les élèves se sont investis sur du long terme et ont réussi à progresser, à s'exaucer au-dessus d'eux-mêmes grâce à l'intériorisation de l'exigence de l'enseignant. Et puis, bien sûr, je développe la nécessité de faire de la coopération non seulement un outil pédagogique, mais au fond, la matrice même de la pédagogie. Parce que la coopération n'est pas en classe quelque chose d'anecdotique qui interviendrait comme cela en plus de la transmission. C'est ce qui fait que la transmission est autre chose qu'une manière de mettre son emprise sur autrui. C'est ce qui fait que la transmission est interaction, qu'elle engendre un dialogue intérieur et un dialogue entre les personnes en même temps, et que les individus accèdent progressivement à cette construction d'une vérité dans la confrontation des subjectivités. Construire la vérité, non pas en étant assujetti à des gourous, mais construire la vérité en confrontant les subjectivités, en s'enrichissant des différences entre les personnes. Voilà un certain nombre de perspectives qui me paraissent absolument essentielles pour aujourd'hui, dans la crise terrible que nous vivons. Voilà des perspectives qui peuvent permettre de penser à une école de l'émancipation authentique et nous éloigner d'un certain nombre de miroirs aux alouettes qui nous détournent de l'essentiel. Je ne suis pas sûr que la fameuse formule de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde soit suffisante. L'éducation est importante, certes, mais peut-être pas seule. Néanmoins, je crois qu'elle
elle est essentielle et plus modestement peut-être que Mandela, je retiendrai cette formule du philosophe allemand Theodor Adorno qui nous dit que l'éducation et l'école peuvent encore quelque chose pour nos démocraties. Et c'est parce qu'elles peuvent encore quelque chose pour nos démocraties qu'il faut prendre très au sérieux la réflexion pédagogique aujourd'hui.